in the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre bien évidemment de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Je suis très content aujourd'hui d'accueillir chez Microciné quelqu'un que je connais depuis un certain temps, donc on va se tutoyer en tout cas. C'est d'un commun accord hors caméra, on s'est dit tutoyons-nous, soyons pas bêtes quand même. Donc on va le faire et je le connais assez bien et plein de choses autour de lui aussi d'ailleurs que je salue. Et on a un point commun, c'est qu'on aime beaucoup Manuel de Oliveira. Lui, il a été encore plus loin. Il a écrit sur Manuel de Oliveira et j'espère qu'un jour tu reviendras pour discuter un peu de ce cinéaste que je trouve passionnant et il faut continuer encore à en parler. En tout cas, Mathias Lavin est là. Pourquoi ? Parce que ça c'est puissance au pluriel. Ça aussi, on va en parler de pourquoi il y a le pluriel de la parole, avec comme sous-titre quelque chose de très important, à l'écoute des films. C'est édité chez Mimesis. Je salue d'ailleurs le service presse des éditions Mimesis pour l'aide apportée à la conception de l'émission. Dans le descriptif, comme d'habitude, il y a le lien qui renvoie à la page, qui renvoie au livre, si vous voulez vous le procurer. Mais avant cela, écoutez un peu Mathias en parler parce que c'est vraiment passionnant. Comment vas-tu ? Ça va. Tu n'as pas osé dire comment ça va parce que c'était un titre godardien, c'est ça ? Voilà. C'est ça, parce que c'est marrant que tu dises ça, parce que j'écoutais il y a 2 jours pour la énième fois la rencontre d'Anné Godard pour Microfilm, et Dané lui pose cette première question, mais comment ça va ? Comment vous vous sentez physiquement ? Et je trouvais ça juste impressionnant, incroyable que la première question, ça soit cette question-là. Et d'ailleurs, ça se passe très bien parce que Godard ensuite va développer quelque chose à partir du physique, tout ça. Donc, c'est pour ça que je pose toujours la question, comment ça va ? Et généralement, on me dit ça va, c'est pas trop mal. Alors, première question très simple finalement, c'est j'allais te demander pourquoi ce livre, mais avant cela, je voudrais savoir, est-ce que ce livre est né plutôt d'un état des lieux, à savoir, est-ce que tu as remarqué, tu as constaté que il y avait comme ça peut-être une espèce de dénigrement sur le travail autour de la parole dans le cinéma. Est-ce que c'est parti de là ou est-ce que c'est parti d'autre chose ? Alors, au moins 2 questions dans ce que tu dis. Dénigrement, le mot me semble un peu trop fort. Je dirais plutôt minorisation ou dans les discours sur le cinéma, un relatif désintérêt. C'est lié, je dis, en grande partie, je crois d'ailleurs, au fait que cette émission en témoigne, la parole est aussi de l'ordre de l'évidence. Voilà, c'est un acte quotidien qui sert au ciment social, au lien social. Et évidemment, on parle beaucoup dans les films, même quand on s'en rend pas compte. Le cinéma, le cinéma d'action le plus ordinaire regorge de dialogues, alors même on retiendrait justement les péripéties ou l'action trépidante. Donc, dénigrement me semble quand même trop fort. Mais justement, un des objectifs de cette publication, c'était de faire porter une réelle attention à la présence de la parole dans les films, pour le dire simplement. Alors, si tu veux un éclairage, au moins une partie d'un éclairage sur la genèse du film, tu as très gentiment fait allusion à mes travaux précédents sur Manuel de Oliveira. C'est aussi un fil explicatif. Alors, est-ce que c'est Oliveira, le fait d'avoir écrit sur ce cinéaste dans lequel, évidemment, le corps parlant est très impliqué, qui m'a envie de donner, qui m'a donné envie, oui, de poursuivre la recherche et de produire un discours plus large, plus général sur la présence de la parole au cinéma, sans doute. Mais il est tout à fait probable, par ailleurs, que je me suis beaucoup intéressé à Oliveira parce que en tant que spectateur, disons,
j'étais séduit, attiré par des films qui lui accordaient une place prépondérante, bien sûr, et que c'est finalement voilà, cette sensibilité-là, disons pour aller vite, qui m'a conduit ponctuellement, enfin même si c'était pendant un certain temps, à étudier l'œuvre d'Olivera. Voilà, donc il y a sans doute un certain goût pour un certain type de film ou pour un certain travail de la parole dans les films. Et puis, effectivement, le désir de véritablement considérer ce paramètre vocal, sonore, comme étant absolument essentiel au cinéma. Est-ce que la parole et la voix, ce sont deux choses qui sont complémentaires ou selon toi, au cinéma, j'entends bien, il y a quand même une différence? Oui, alors ça, c'est une très large question. Théoriquement, on peut très, très bien séparer les deux. Hein, ce que font parfaitement les linguistes depuis la linguistique moderne, Saussure. Voilà, la parole du côté de la signification et puis la voix du côté voilà, la profération, quoi, la phonation. Donc, là, pour le dire très, très schématiquement, mais on peut tout à fait reprendre ce genre de distinction, théoriquement, sans grande difficulté. Mais je crois, et c'est d'ailleurs ce qui m'a intéressé, hein, justement, au cinéma, en tout cas, quand on travaille concrètement sur des œuvres, sur des films, de fait, c'est beaucoup plus difficile, en fait, de maintenir cette distinction. Alors, on peut le faire, par exemple, si on travaille sur les scripts, sur une retranscription des dialogues, ça, il n'y a pas de problème. Hein, mais comme tu le sais, c'est finalement pas cette voie-là que j'ai privilégiée, puisque je pars plutôt de la matière sonore et vocale, hein, dans les films, mais sans exclure par ailleurs l'élément de signification qu'il peut y avoir dans tel ou tel dialogue. Voilà. On n'a pas pu s'empêcher de faire une petite allusion à Godard en commençant. Godard est parfait pour ça, hein, parce que c'est une voix, c'est un accent, c'est un mode d'énonciation singulier avec parfois, tu vois, c'est un peu comme moi maintenant, là, ce léger bégaiement ou hésitation. Et puis, il y a évidemment un certain type de discours qui est maintenu, malgré les digressions, ou les approximations ou les raccords inattendus. Alors, il y a quelque chose qu'on avait évoqué dès le début de cette émission, et tu en parles aussi dans le livre, parce que tu insistes beaucoup là-dessus, c'est dans la partie ouverture, c'est le fait que le titre, et c'est pas anodin, vraiment pas anodin, en tout cas chez toi, c'est pas anodin, et tout est précis, que le titre puissance de la parole, puissance soit au pluriel. Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi pour toi c'était important de mettre ce mot-là au pluriel, lié à la parole? Alors, je commence par peut-être le plus anecdotique, hein, c'est-à-dire la double référence. D'abord au texte d'Edgar Poe, hein, ce texte assez peu connu finalement, ce dialogue fantastico-métaphysique, un dialogue entre deux esprits ou entre deux anges qui évoque justement le pouvoir de la puissance de matérialisation des mots. C'est une sorte de rêverie comme ça, atomiste, enfin très étrange, très séduisante. Et puis, à la fin des années 80, justement, Godard, encore lui, a fait un court-métrage qui porte ce titre au singulier, en renvoyant justement au titre d'Edgar Poe, répondant à une commande publicitaire de France Télécom. C'est un film d'ailleurs difficile à voir, peut-être que avec le contexte, il va circuler davantage. Voilà. Alors le pluriel, il est dû très simplement au fait que il y en a plusieurs.
hein, et que ce qui m'intéressait, c'était non pas tant dénoncer une thèse sur la question de la parole au cinéma, qui a un thème enfin, un questionnement qui a quand même déjà été abordé par d'autres théoriciens importants, malgré la relative minorisation, disons, de ce champ de recherche. Mais c'était plutôt à partir d'un certain nombre de cas, tu vois, de déployer ces puissances de la parole dans des contextes dans des contextes d'incarnation, on va dire, très précis. Je dis incarnation parce que au cinéma, si on part des films, si on privilégie cette écoute des films, je te remercie d'avoir insisté aussi sur le sous-titre, on travaille forcément, on est sensible à cette articulation, ou à cette tension, ou à cette disjonction, ça dépend des cas, qui existent entre un corps, une présence, une gestuelle, et puis cette dimension sonore, vocale. Et là, évidemment, les cas sont très variables, et l'histoire du cinéma de la fin du 19e siècle jusqu'à maintenant nous offre un éventail de possibilités d'une infinie richesse. Est-ce que tu as raison, je pense, c'est très gentil d'insister sur le pluriel, parce que depuis que ce livre est publié, très régulièrement, je me dis « Ah, j'aurais dû parler de ce film. Ah, j'aurais dû parler de ce cinéma. » Évidemment. Voilà. Je pense que, comment te dire, c'est absolument impressionnant. On ne parle que de Godard, mais c'est Godard qui disait qu'ils étaient nés, enfin, ses amis de la Nouvelle Vague et lui à une bonne période, parce que pour rattraper le temps perdu, il n'y avait pas vraiment beaucoup de films. Bah, tu sais, c'est nous on est nés à une période malheureusement, donc il faut se dire qu'il faut porter le deuil, quoi. C'est pas grave. C'est exactement ça. Mais alors, on parlait de ce pluriel-là, et donc ce pluriel-là, c'est bien évidemment, il faut aussi construire. J'aime beaucoup demander aux écrivains et écrivaines que je reçois comment ils ont pensé la structure du livre, parce que je pense que ça donne une couleur, une identité, et on va en parler après dans l'intériorité, ça on va le faire juste après, mais je voudrais juste savoir comment tu l'as pensé cette structure. Alors ça s'est fait un peu en tâtonnant, hein, parce que comme je l'indique, je crois très rapidement dans l'introduction, c'est un peu aussi en raison du caractère immense qui est concerné, du champ immense qui est concerné par cette problématique. J'ai eu une petite hésitation, notamment sur le mode de présentation et sur la façon dont je devais, donc il serait pertinent d'intégrer une dimension à la fois historique et éventuellement géographique. Et comme l'une et l'autre tâche m'a semblé absolument irréalisable, je les ai écartées. J'ai intégré la réflexion historique et historiographique sur un mode tout à fait circonscrit dans le livre. Mais ce que j'ai... Alors peut-être que j'anticipe sur une de tes futures questions, mais c'est pas grave. Justement, ce que j'ai voulu éviter, c'était que ça apparaisse d'une façon ou d'une autre comme une histoire de la parole au cinéma. Tout simplement parce que je crois qu'on a suffisamment d'ouvrages sérieux ou même de synthèses qui sont tout à fait précises là-dessus. Voilà, Michel Chion, quand il écrit un de ses gros pavés, voilà, je l'ai à côté de moi, là je tourne ma tête. Un art sonore, le cinéma. Il y a un tiers du livre qui est une mise en perspective historique tout à fait synthétique, évidemment, mais tout à fait précise sur les usages du son au cinéma, les grandes scansions technologiques, les grands changements esthétiques que ça a pu produire, etc. Alors, c'est évidemment, l'approche historique, elle est évidemment passionnante. Elle me passionne, notamment dans les grandes périodes de crise, à la fin des années 20, au moment de la généralisation du parlant, ou finalement maintenant, enfin depuis une vingtaine d'années, avec la généralisation du numérique. Mais je voulais un peu, si tu veux,
voilà, m'écarter un peu de cette perspective qui aurait été strictement historique. Aussi parce que, peut-être un peu par manque de compétences et puis par crainte justement d'être écrasé par voilà, une volonté d'exhaustivité ou d'être le plus complet possible au détriment de ce que j'essaye de mettre en valeur finalement dans les différents chapitres, qui est cette c'est pas cette méthode, mais cette volonté de se mettre à l'écoute des films. C'est pour ça aussi que le chapitre qui intègre néanmoins cette réflexion un peu plus historique et qui intègre aussi une réflexion sur un certain nombre de discours qui ont été portés sur la présence de la parole au cinéma, qui est consacré à la période muette, même si celle-ci est d'ailleurs très longue. Ce n'est pas le premier chapitre, c'est le deuxième. Je commence par une autre question qui est, on pourra y revenir plus en détail si tu le souhaites, mais qui est à mes yeux fondamentale, qui est la question de la surdité et de la nudité. Voilà ce que j'ai appelé parole gestuelle. C'est comment, au cinéma, on rend compte et on traite la présence d'individus sourds et muets. Parce que là, évidemment, l'origine de ce développement, c'est qu'on est à ce moment-là dans des situations plutôt limites. Qu'est-ce que c'est qu'un corps qui ne peut pas proférer une parole, qui n'a pas cette capacité de phonation, mais qui a, malgré tout, un certain rapport à la parole, et qui passe notamment par la présence gestuelle. Voilà, ça recoupe aussi voilà, une recherche plus brève que j'avais faite juste avant sur ce même sujet, sur la question de la surdité, qui m'avait à la fois bouleversé et passionné. Et donc, et évidemment, ça recoupait cet intérêt pour la question de la parole filmée, si tu veux. Donc voilà, pour reprendre le fil, si tu veux, de la construction du livre, ça m'a semblé plus original, mais surtout plus pertinent de partir de cette question limite, de cette situation limite de la surdité, et de voir sur un corpus relativement réduit ce que pouvait en dire le cinéma. Est-ce que je peux t'interrompre parce que cette première partie, comme tu le dis, est vraiment passionnante et parce qu'elle met aussi en avant une autre manière de penser cette parole-là. Et c'est parce que c'est pas si évident que ça de travailler de cette manière-là et par cet aspect-là. Et moi, je voulais savoir finalement par quel bout peut-être il faut prendre cette parole gestuelle pour la penser, pour la questionner. Est-ce que c'est la même chose que lorsque, par exemple, tu vas... je grossis le trait, mais enfin, c'est délibéré de ma part. Quand tu parles, parce que tu en parles aussi, la maman et la putain, quand on va questionner, on va travailler sur la parole dans la maman et la putain. Je veux dire, est-ce que les choses sont différentes quand tu as travaillé sur ce chapitre, la parole gestuelle, et la manière que tu avais de travailler cette pensée-là? Oui, alors c'est très bien en plus que tu mentionnes un film que j'aurais pu analyser plus en détail, et ce que je n'ai pas fait, pour ouvrir comme ça sur d'autres corpus à analyser. Alors, si cette question de la parole gestuelle est à mon avis si importante, c'est aussi parce que c'est à partir de cette situation de privation apparente, si on part de la surdité, que, me semble-t-il, on peut être plus attentif, plus sensible à l'utilisation de la gestuelle
des corps parlants. Alors, ça peut être la gestualité rhétorique, si tu veux. Voilà, j'essaie de la mimer grossièrement, mais ça peut être aussi ce qu'il faudrait appeler la micro-gestuelle, hein, qui a été tellement valorisée dans les années 20, dans la théorie du cinéma, par quelqu'un comme Balach. Et c'est le corps parlant et le corps écoutant, puisqu'il y a ces deux dimensions. Hein. C'est évidemment des exemples, formidables pour être attentif à cette question et à ces utilisations, à ces figurations du corps parlant et écoutant. Je crois qu'on peut insister là-dessus. Et d'ailleurs, là, on en offre de manière alternée de bons exemples avec cet écran scindé, hein, l'un qui écoute et l'autre qui parle. Et je parle aussi autrement, à ma manière, en réagissant parfois sur ce que tu dis. Donc, mais j'aime bien aussi l'idée que, encore Godard, hein, ce fameux chant contre chant dans le même plan. Oui. Mais bon, à un degré moindre. Quand on poursuit au niveau de la structure du livre, tu as le chapitre 2 où effectivement tu as commencé à l'évoquer, qui s'appelle « Quelques voix venues du silence ». Ensuite, tu as le chapitre 3, mais on va y revenir, hein, bien sûr, on va y revenir. La parole médiatisée, c'est un chapitre vraiment important parce que voilà, on va parler de l'effet radio, j'aimerais bien vraiment qu'on parle de ça. Là, chapitre 4, pour le coup, on parlait de la maman la putain, enfin la parole littéraire, la parole d'écriture. Le chapitre 5, c'est une érotique de la voix. Et là, pour le coup, on va parler d'un de mes si je devais faire un top 10, ce magnifique film qui ne dure que 3 minutes 27 et qui est juste extraordinaire. Et d'ailleurs, je voudrais aussi, si on a le temps, faire une digression sur un autre film et avoir ton avis, à savoir que l'exemple que je vais te donner, si c'est aussi, s'il y a un érotique de la voix. Et le chapitre 6, c'est une parole inouïe. Et puis voilà. Donc, je voulais te poser, on ne pourra pas malheureusement parler de tout le livre et j'en suis désolé, mais il y a 2-3 choses sur lesquelles j'aimerais bien revenir, qui ne sont pas forcément les plus importantes, mais voilà, j'aimerais bien revenir là-dessus. Alors déjà, c'est sur les quelques voix venues du silence, par rapport à ça. Moi, on en avait un peu parlé au niveau de la parole et des voix. J'aimerais que tu nous expliques un petit peu si finalement, tout ce qui est boniment, les monologues, en fait, là où je veux en venir, c'est que est-ce qu'ils disent vraiment quelque chose? Au final, est-ce que ça dit quelque chose? Vaste question. Alors, donc je précise parce que quelques voix venues du silence, c'est un chapitre qui est consacré, dont les quelques films que je convoque viennent tous de la période muette, hein, au sens très large, puisque ça va de Méliès, donc là, on est à la fin du 19e siècle, à Finistère et Epstein, donc là, on est à la toute fin des années 20, au moment de la transition, enfin de la généralisation du cinéma parlant, même si le film d'Epstein est encore muet. Alors, plusieurs choses. Alors, un peu dans la continuité de ce que tu me demandais précédemment, au-delà de ce que j'ai dit sur ce que je voulais éviter en commençant, c'est-à-dire le fait que ça n'apparaisse pas, en tout cas pas directement, comme une histoire de la parole au cinéma, il me semblait absolument impensable de ne pas, sur cette question de la parole filmée, de ne pas consacrer un développement un peu conséquent à la parole dans le cinéma muet. Alors, ce que j'ai écrit est très cavalier et très rapide. Hein, ce serait bien qu'il y ait des thèses d'ailleurs, ou des ouvrages spécifiques sur cette question-là. Alors, un aspect par rapport à ce que tu demandais, je pense, il y a un aspect qui, à mon sens, est important et qui a trait aussi à cette dimension existentielle, fondamentale, liée à la voix, au-delà même du cinéma, qui est, comment dire ça, la question finalement d'une certaine forme de hantise, enfin le fait que nous soyons nous-mêmes
habité par des voix. Alors ça peut être ce qu'on appelle l'endophasie, la voix antérieure, le monologue intérieur. Ça peut être aussi des bribes de souvenirs, de conversations ou de dialogues de films, pourquoi pas. Hein. Enfin, il me semble que d'ailleurs le générique de ton émission travaille aussi cette idée de convocation par la voix ou la musique. Donc ce chapitre voulait aussi aborder cette question-là, à la fois, c'est-à-dire ce qui est propre au cinéma peut-être sans doute, c'est-à-dire à la fois cet effet de très forte présence, presque parfois dérangeante ou saisissante, et lié à ceci peut-être un sentiment de perte ou une crainte de la disparition, qui est sans doute aussi de façon affective ou psychique un des liens qu'on peut avoir à la voix comme objet. Enfin, il n'y a rien de plus terrifiant que me semble-t-il, que comment ce qu'on peut appeler la voix perdue, c'est-à-dire la voix de gens proches qu'on a connus, qu'on a aimés, dont on entend la voix, alors qu'on sait qu'ils sont plus avec nous, quoi. Et finalement, je pense qu'une des forces, un des pouvoirs d'attraction du cinéma muet vient aussi de cette dimension-là, c'est-à-dire qu'il y a une part d'hallucination vocale, finalement. Et ce qui est... Alors, j'ai pas fait c'est juste une brève mention dans le chapitre. Dès les années 10, dès les années 20, peut-être même avant, les spectateurs évoquent cette très forte présence vocale des interprètes qu'ils n'entendent pas. Donc là, c'est pas dans le contexte, effectivement, de films qui sont accompagnés en live par un commentateur, un bonimenteur, ou avec... c'est pas non plus ça n'envoie pas non plus au fait qu'on peut avoir un public qui va intervenir pendant le film ou se manifester pendant le film. C'est aussi des phénomènes tout à fait importants, mais plutôt ce qui est de l'ordre voilà, soit du monologue intérieur, je dirais, ou plutôt de cette hantise vocale. Et quand je revois des films comme ça qui ont un siècle ou plus d'un siècle de distance avec nous, il y a cette perte évidemment qui se manifeste dont je parlais, cette distance historique maintenant quand même très très forte, mais aussi même si finalement historiens, critiques de cinéma en parlent peu, cette forme d'hallucination vocale qui est parfois très présente. Qui renvoie peut-être aussi, alors là c'est la pensée du dispositif ou quelque chose de métapsychologique qu'il faudrait évoquer, mais qui renvoie aussi à ces phénomènes qui ont été étudiés, qui dans leur forme simple sont très ordinaires, très banales, c'est-à-dire des phénomènes de micro-hallucination vocale qu'on a très souvent, j'exagère peut-être un peu, mais qu'on peut avoir parfois au moment de s'endormir, où on entend une voix, où une bribe de conversation réémerge. Et je pense que ça habite véritablement ça habite essentiellement notre mémoire des films et le souvenir qu'on peut en avoir, et par ailleurs notre relation au film dit muet d'une façon essentielle et exemplaire, pour ceux qui voient encore des films muets. Oui, il y en a très peu. En tout cas, moi, j'en fais partie. Cette hallucination vocale dont tu parles, est-ce qu'elle est liée aussi au fait que, n'entendant pas, enfin, ne pouvant pas identifier la voix de l'acteur ou de l'actrice à ce moment-là, et donc d'être dans une imagination forte, très très forte, est-ce que ça crée aussi cette hallucination, cette imagination-là? Forcément. Et puis ça a à voir, du coup, ça a trait forcément aussi. Alors, bon, il y a une dimension sociale, certainement. Et puis,
narrative. Hein. On imagine tel type de voix sur tel corps ou tel protagoniste. Enfin, voilà, on n'imagine pas, je ne sais pas, Docteur Mabuse avec une voix de canard. Enfin bon, des choses pour dire des choses triviales, mais oui, du coup, j'ai oublié. J'étais parti sur autre chose. Oui, pardon, voilà, excuse-moi. Je reprends le fil. Oui, ça touche à un autre aspect dont on va peut-être reparler, si tu le souhaites, qui est le fait que la voix étant un des plus puissants marqueurs d'individualité, de subjectivité, avec le visage, en tout cas dans nos cultures, me semble-t-il. C'est aussi une façon de transmettre quelque chose d'une humanité et puis d'une altérité, c'est-à-dire aussi un lien avec autrui. Et là, on retrouve aussi la question de l'érotique de la voix. Oui. Qu'il faut pas, que j'entends pas, comment dire, de façon prosaïque, mais voilà, plus avec une tonalité un peu à la Roland Barthes, disons, c'est-à-dire plutôt sur le mode d'un attachement ou d'un lien affectif à autrui. Eh ben, ouais. Eh ben, tu sais quoi, on va tout de suite parler du chapitre 5, en fait. Voilà, moi j'ai envie qu'on parle là maintenant. C'est pas grave. Comme je dis, c'est un bazar organisé. Donc, il n'y a pas de... Oui, non, tu parlais d'érotique de la voix. Et alors, dans le chapitre 5, c'est une érotique de la voix. Il y a plusieurs sous-chapitres. Et à un moment, il y a écouté Johnny Guitar. Et j'aimerais que tu nous parles de ça, de pourquoi avoir pris comme exemple ce film-là, mais aussi plutôt via un autre film qui s'appelle, je ne le dirai pas en portugais parce que j'ai peur d'écorcher, Promenade avec Johnny Guitar de João César Monteiro, qui date de 96 et qui est un court-métrage qui doit durer à peu près 3 minutes 20, 3 minutes 27, et qui est passionnant, et je te laisserai en parler. Mais ce que je veux dire par là, c'est que est-ce que c'était important et évident pour toi aussi de parler de ça, de cette érotisation de la voix, d'ailleurs qu'on a évoqué avec le film muet? Oui, important sans doute, évident surtout, parce que, comment dire, c'est que ce soit lié à une texture vocale singulière de tel acteur, de telle actrice, ou au jeu même des comédiens, hein, qu'ils soient des comédiens, ou des individus filmés, si on est dans un registre documentaire, hein, il y a cette dimension-là qui peut jouer. C'est certainement un pouvoir d'attraction, très fort, en effet. Et c'est aussi comment dire, une façon d'insister sur le fait que la voix singularisée, hein, elle est c'est un élément, c'est une puissance, c'est-à-dire c'est un élément profondément dynamique, hein, dans l'image de film, c'est-à-dire dans le déroulement du plan. Hein, c'est très souvent que ce soit explicite, par exemple chez certains cinéastes qui vont travailler de manière particulièrement forte l'usage de la voix off, mais de façon plus générale, hein, dans la façon dont le plan est finalement construit, c'est-à-dire rythmé aussi, hein, habité par une certaine temporalité. Alors bon, l'exemple de Johnny Guitar, bon, il est, comment dire, c'est un peu une sorte d'emblème de l'amour du cinéma, hein, et notamment la scène que j'évoque, parce que Montero la cite vocalement, uniquement en la coupant d'ailleurs. Hein, ouais, ça c'est important que tu l'aies précisé, qu'il y avait aussi. On n'a retenu que 2 fragments, enfin pas la totalité en tout cas,
le fameux passage où Johnny et Vienna se retrouvent après leur séparation. Il lui demande. Enfin bon, voilà, je ne vais pas refaire le dialogue que vous connaissez tous par cœur. Mais voilà, ce qu'il y a de très. Il faut dire qu'il lui demande, en fait, il lui demande de mentir, voilà. Pour celles et ceux qui ne l'auraient pas vu, parce que ça existe, il y en a qui n'ont pas vu Johnny Guitar, voilà, et c'est un moment juste extraordinaire, et il n'y a pas que, il y a plein de choses aussi. Donc, voilà, alors, je refais. Non, mais voilà, donc le mensonge, lie to me, mens-moi, dis-moi que tu m'as attendu pendant tant d'années, etc. Enfin, je ne peux pas m'empêcher. Le mensonge est en fait se transforme en aveu d'un attachement amoureux. Alors, on retrouve d'un autre point de vue aussi une des puissances de la parole, puissance de l'heure, puissance de séduction, puissance de révélation de la vérité aussi. Et ce que démontre de façon très condensée, en effet, le court-métrage de Montero, c'est d'abord, tout simplement, combien la parole et la voix peut faire image à un double niveau, c'est-à-dire que si je me réfère au court-métrage de Montero, je le décris très rapidement pour celles et ceux qui ne l'auraient pas en mémoire ou qui ne l'auraient jamais vu. C'est João de Deus, Jean de Dieu, le personnage qui a inventé Montero, le cinéaste portugais, qui navigue dans ses derniers films, qui rentre chez lui en pleine nuit ou au petit matin, la nuit, et qui entend cette fameuse scène de dialogue de Johnny Guitar, sans qu'on sache véritablement d'où vient cette source sonore. Il n'est pas en train de regarder le film. Et donc, on a le son du film de Nicolas Ray, certains fragments, et d'une certaine façon, on ne peut pas s'empêcher de chercher ou de se demander d'où vient ce son qu'on est susceptible de reconnaître. Donc, tout de suite, et ça c'est c'était le parti pris du livre, c'est toujours essayer d'évaluer et d'analyser les relations qui se font entre la part strictement visuelle, si on peut dire, et la part sonore. Étant entendu justement qu'on ne peut pas les dissocier complètement. Et par ailleurs, l'efficacité de ce très court film de Montero repose aussi sur le fait que d'une façon ou d'une autre, le dialogue de Johnny Guitar fait image. C'est-à-dire qu'il y a des effets de rémanence, de surimpression. Alors pour ceux qui connaissent le film, voire qui connaissent très bien le film, c'est évident, mais je pense que tu as eu tout à fait raison de renvoyer au fait que il y a aussi des gens qui ne connaissent pas forcément le film en question, aussi célèbre soit-il, en tout cas pour nous. Il y a quand même, ça fait quand même image. Parce que on comprend telle ou telle phrase du dialogue, parce que justement on ne comprend pas ce que cet homme, ces propos échangés entre un homme et une femme viennent faire dans ce petit appartement lisboète la nuit, pourquoi il regarde une jeune fille en train de se peigner les cheveux, etc. Donc c'est aussi un exemple parfait, voilà, pour rendre exemplaire finalement cette tension permanente, faite de relais, de complémentarité entre la parole et le plan au cinéma. Alors, si on insiste sur cette érotique de la voix, évidemment, ce que semble dire, si je le comprends bien, c'est une façon de l'interpréter,
aussi le court-métrage de Montero, c'est que finalement, cette dimension érotique, elle passe avant tout par la voix. Parce que finalement, il y a ce regard un peu... il y a ce regard souligné sur sa voisine, sur son balcon, très, très jeune fille. Donc là, on est en pleine illustration de, je sais pas, du male gaze, si on veut. Hein, mais on s'en détourne, finalement. Et on n'y pense même pas, d'ailleurs. Enfin, je ne sais pas. On peut y penser, mais en tout cas, qu'est-ce qui se passe? On écoute. Voilà, ce souvenir de Johnny Guitar. Mais c'est ça qui est aussi passionnant, c'est qu'il y a donc ce qui fait image, c'est-à-dire la parole, l'érotisation de cette voix, de ces deux voix dans le film, Johnny Guitar, et le fait qu'ensuite, et ça va peut-être aussi nous permettre de faire une connexion, avec le chapitre 4, paroles littéraires, paroles d'écriture, c'est que ce qui est assez intéressant, c'est cette image, de ce qui en découle de cette image, qui fait que Montero, à ce moment-là, choisit ce qu'il va filmer, donc ce qui fait partie de son film, c'est ce qui découle de l'image du film Johnny Guitar. Et ça m'intéresse beaucoup parce que là, on est vraiment dans un élément de mise en scène. Et peut-être qu'il y a une connexion avec le chapitre 4, à savoir que alors, tu commences le chapitre 4, si je ne me trompe pas, par un extrait de La Maman et la Putain, où c'est Jean-Pierre Léaud, je crois, qui dit... j'ai pas envie de dire de bêtises parce que j'aime pas écorcher les. Voilà, c'est ça. Il dit en gros qu'il aimerait que dans les films, dans La Maman et la Putain, Alexandre, donc le dandy morose joué par Jean-Pierre Léaud, déclare son admiration pour les gens qui parlent comme un livre. Voilà, et ça part après, ça part de ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que cette parole littéraire, cette parole d'écriture, est-ce que elle devient un élément fort de mise en scène et de cela découle ensuite des images qui sont créées par le ou par la cinéaste et surtout, et une deuxième question, et pardonne-moi, quelles sont les limites de cette parole littéraire? Parce que très souvent on dit ce film est bavard. Moi, j'aime bien quand un film est bavard. Enfin, ça me dérange pas, moi, un film bavard. Mais c'est ça, là où je veux en venir, c'est pour ça que je trouve que ce chapitre est aussi important et qu'il y a beaucoup de résonance avec aujourd'hui, d'ailleurs. On parle beaucoup de ça. Donc voilà, beaucoup de choses, pêle-mêle, j'en suis désolé. Je t'ai prévenu, caméra, que ça allait trop. Oui, effectivement, là, il y a au moins 3 ou 4 questions en une. Hein, et alors, donc, si tu permets, j'ai retrouvé, pour que ce soit plus clair, je pense, peut-être pour celles et ceux qui nous écoutent, je voudrais, comme ça me laisse en plus un petit peu de temps pour essayer de réfléchir aux toutes les questions que tu m'as posées d'un coup. Juste citer la phrase de Roland Barthes qui, à mon avis, fait tout à fait le lien entre cette érotique de la voix dont on parlait à l'instant et puis ce sur quoi tu nous conduis à l'instant, ce questionnement sur une possible parole littéraire au cinéma. Donc je fais la citation, je lis ma citation de Roland Barthes. C'est dans l'article qui s'appelle « La musique, la voix, la langue ». Et Barthes écrit « Il n'y a aucune voix humaine au monde qui ne soit objet de désir ou de répulsion. Il n'y a pas de voix neutre, et si parfois ce neutre, ce blanc de la voix advient, c'est pour nous une grande terreur, comme si nous découvrions avec effroi un monde figé où le désir serait mort. » Donc ça c'est vraiment très beau, hein, l'idée que d'une façon ou d'une autre, la relation à autrui et notre humanité même, hein, elle passe par cet ancrage, disons, singulier dans une voix. Alors, sur la question de la parole littéraire, il y a certainement plusieurs choses. Il y a ce à quoi renvoie effectivement le personnage de Jean-Pierre Léaud dans La Maman et la Putain de façon explicite. Et puis, on sent bien qu'il vaut un peu comme
comme déclaration, comme pétition de principe ou déclaration de poétique pour Eustache, c'est-à-dire à la fois des films très bavards avec un dialogue ou des monologues très importants, et que ceux-ci, donc dialogue et monologue, soient eux-mêmes très travaillés. Hein, c'est-à-dire qu'il y ait une sorte d'écart quand même par rapport pour aller vite, disons, une sorte de normes de vraisemblance du discours ou du dialogue de cinéma à telle ou telle époque. Et c'est dans le cas du film d'Eustache, et d'ailleurs dans le cas de Jean-Pierre Léaud, interprète, il y a aussi cette dimension qui est fondamentale, qui est l'invention d'un certain type de diction, d'une énonciation particulière. Voilà. Parmi les centaines de chapitres que j'aurais pu rajouter au livre, il y aurait pu avoir un chapitre sur Jean-Pierre Léaud, par exemple. Ouais. Et alors, là, ce qui est intéressant, c'est que justement, à mon avis, on peut parler, si on a envie de soutenir cette hypothèse du moins, on peut parler d'une parole littéraire au cinéma sans qu'on soit nécessairement dans une parole profuse, telle qu'on peut la voir chez Eustache ou chez Romer, hein, par exemple, hein, ou dans certains Godard aussi. Hein, ou très différemment, alors je ne sais pas s'il faudrait parler de paroles littéraires dans ce cas-là, dans certains fragments, dans certaines séquences de Scorsese, par exemple. Bon, voilà, chacun peut ajouter ses exemples personnels. Mais ce que je veux dire, c'est que on peut aussi avoir cette stylisation qui passe par un effet d'étrangement ou d'étrangeté de la langue parlée, qui passe par, non pas par la profusion ou la saturation, mais au contraire par la restriction. Alors, un des exemples que je cite juste après avoir mentionné Eustache, c'est Chantal Akerman, la lecture de la lettre de la tante par Delphine Seyrig. Bon, là encore une interprète dont l'empreinte vocale est tout à fait fascinante et inimitable. Donc un film très peu bavard, mais avec des moments, avec des prises de parole tout à fait singulières. Mais l'exemple peut-être le plus éloquent, si on peut dire, c'est Bresson. Ouais. Hein, où on n'a pas du tout les monologues à la Eustache ou des longs discours à la Romer, aussi un cinéaste que je n'évoque pas, mais qui me passionne. Je n'évoque pas directement, en tout cas, dans le livre. Mais on a, par le type de jeu, la méthode qu'il a mise au point, épuisant ses modèles, une langue très simplifiée, mais qui joue aussi sur des curieux effets d'assonance ou sur un rythme et du discours et de la profération tout à fait singulier. Là, on a un effet que je qualifierais de littéraire. Et tu sais sans doute, il y a la façon dont ça, c'est très étonnant quand je l'ai appris dans un témoignage. Les films de Bresson sont post-synchronisés, hein, mais en tout cas mythiquement, la post-synchronisation se faisait pour les interprètes, pour les modèles, idéalement, peut-être que c'est Bresson qui reconstruisait ça mythiquement ou idéalement, mais enfin c'est très significatif, sans voir l'image. C'est-à-dire que le modèle devait avoir intériorisé, c'est fascinant, devait avoir intériorisé le rythme qu'il avait au moment de la prise pour être capable de la refaire sans voir l'image. C'est-à-dire que la coïncidence était une coïncidence ontologique, enfin essentielle, intime, hein, totalement intériorisée par le modèle qui a dû répéter la phrase en question 150 fois par ailleurs. Hein. Voilà. Donc là, on a... C'est passionnant. Non, mais ça se passe de commentaires. Je ne peux pas commenter ce que tu dis, même si on parle effectivement. Mais pardon, excuse-moi, je t'en prie. Non, mais donc, voilà, j'ai fini. C'était juste pour dire que voilà, c'est un peu les deux pôles extrêmes, je dirais, de l'utilisation d'une possible parole littéraire au cinéma, soit le côté logoréique d'un côté, d'une part, et puis au contraire, une sorte de ponctuation
hein, beaucoup plus circonscrite de l'autre, mais avec une stylisation particulièrement forte qui fait émerger cette voix singulière d'un paysage sonore beaucoup plus restreint. Voilà, où on retrouve ces voix qui émergent du silence, si tu veux, qui viennent du silence. Puissance plurielle de la parole, c'est à l'écoute des films, c'est édité chez Mimesis. Il y a encore plein de choses que Mathias questionne dans le livre. Il y a beaucoup de chapitres qu'on n'a pas évoqués malheureusement, on ne pouvait pas tout dire, mais en tout cas, comme ça vous donne l'envie, j'espère, de cliquer sur le lien et de vous procurer le livre. On va dire que c'est un teaser de 50 minutes que nous avons fait. Voilà, c'est la bande-annonce de 50 minutes. En tout cas, c'était vraiment passionnant et je suis très content que tu sois venu chez Microciné et ça me fait vraiment plaisir pour parler de cela et puis j'espère qu'on se reverra très vite. En tout cas, c'était un plaisir. Merci infiniment pour cette invitation. Permis de parler un tout petit peu de ce livre et par ailleurs pour justement le travail que tu fais en ménageant un temps de parole justement autour de ce que nous aimons, les films et les livres sur le cinéma notamment. Merci à toi Mathias, à très vite. Générique. Upper eyes in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my right.